Mesdames et messieurs, merci. Je vous prie de bien vouloir excuser mon retard dû à ce salon magnifique, merci et vous surtout. Et je me suis attardé sur les stands. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs, le 21 mai 1927, à 22h22, le Spirit of Saint-Louis atterrissait au Bourget au terme d'une traversée inédite. Il rejoignait ce hangar et pour la première fois, un avion avait traversé l'Atlantique sans escale. Derrière cette prouesse, un homme, Charles Lindbergh, qui incarnait alors cet esprit pionnier partagé par nombre de nos compatriotes qui ont écrit des pages essentielles de la légende de l'aéronautique. Clément Ader, Louis Blériot, Hélène Boucher, Mermoz, Saint-Exupéry, Marcel Dassault et tant d'autres. Eh bien, le rêve qui animait ces pionniers, ce rêve est aujourd'hui le vôtre. Poursuivre ce rêve, ce n'est pas conserver pieusement un héritage légendaire, donné pour toujours, c'est au contraire développer jour après jour l'industrie aéronautique du futur. C'est tout mettre en œuvre pour qu'elle reste à la pointe de l'innovation. La France ne doit pas devenir, dans 50 ans, un musée de sa gloire passée, ni une simple vitrine de l'innovation mondiale. 1927, c'était hier, et pourtant, quelle incroyable distance sépare le Spirit of Saint-Louis des avions ou des hélicoptères que nous utilisons actuellement. Dans ce hangar, nous faisons l'expérience de la vitesse du changement, de la vitesse du progrès et des impacts que les innovations techniques ont sur nos vies quotidiennes. Plus qu'aucun autre domaine, l'industrie aéronautique et spatiale est emblématique de la rapidité des changements et des avancées nées de la mondialisation. C'est l'essor mondial de l'industrie du transport aérien qui tire la croissance de votre activité, dont les 3/4, ne l'oublions jamais, les 3/4, c'est l'export. Les 3/4, c'est l'export. Notre choix n'est pas d'être compétitif. Il n'y a pas d'alternative. Si nous ne sommes pas compétitifs, il n'y a plus d'industrie aéronautique. Ce n'est pas une question d'idéologie, ce n'est pas une question de gauche ou de droite. C'est une question de réflexion sur le monde d'aujourd'hui. Nous vivons dans ce monde. Nous ne pouvons pas nous en abstraire. Et si votre industrie est aujourd'hui l'un des piliers de notre économie, qui emploie 157 000 personnes, vous recrutez 8 000 personnes par an, mais vous recrutez 8 000 personnes par an parce que vous êtes compétitif. C'est ça la clé. Et vous dégagez 18 milliards d'euros d'excédent commercial. Et c'est l'activité à l'international, le dynamisme à l'international, qui permet, cher Pierre Lellouche, à l'industrie aéronautique française d'être ce qu'elle est. Alors chacun voit bien ici toute l'absurdité qu'il y aurait à vouloir se replier sur nous-mêmes. Mais ça serait absurde. Une industrie qui dégage 18 milliards d'excédents ne peut pas se replier sur elle-même. Où est-ce que vous gagneriez vos excédents? Il faut donc relever les défis de la mondialisation. Refuser la mondialisation n'a aucun sens. On resterait seul dans notre coin, à bouder. Mais qui le payerait? Les Français, qui perdraient des emplois. Il n'y a qu'une seule stratégie possible: relever le défi de la mondialisation, en étant plus innovant, plus imaginatif et plus compétitif.
Je veux affirmer que l'État a un rôle à jouer, dans votre secteur plus particulièrement. Si la France se place au premier rang des grandes puissances aéronautiques et spatiales, si la France est l'un des rares pays au monde à en maîtriser toutes les techniques, c'est grâce à des décennies d'investissements publics dans les programmes, la recherche, la formation aux côtés des industriels. Mais allez donc demander à nos amis américains si l'État américain se désintéresse de Boeing. On susciterait un immense éclat de rire. Ça ne les empêche pas de s'affirmer libéraux et de soutenir avec détermination leur industrie. Eh bien, nous aussi, on ne doit pas faire de complexe. Depuis un siècle, l'accès au ciel puis à l'espace constitue un élément crucial de la souveraineté des nations. Depuis mon élection, je n'ai eu de cesse de vouloir développer l'industrie aéronautique et spatiale. L'aéronautique est un secteur stratégique dont l'État ne peut pas se désintéresser et les technologies civiles et militaires, cher Gérard Longuet, y sont étroitement mêlées. Je n'ai pas peur de l'affirmer. Le militaire aide le civil et le civil aide le militaire. C'est comme cela que nous concevons les choses. Et c'est comme cela qu'elles doivent fonctionner. Et il n'y a pas à s'en cacher, il y a à s'en excuser. Tous ceux qui réussissent dans le monde ont fait ce choix. Nous faisons ce choix. Et la grande réforme de notre défense a été conçue à l'aune de cette exigence, le militaire et le civil. Nous avons voulu que la loi de programmation militaire donne la priorité au programme d'équipement qui avait connu de fortes restrictions au cours des années précédentes. Les crédits consacrés aux équipements militaires ont atteint des niveaux jamais égalés depuis 20 ans, malgré la crise. Mais le ministre de la Défense peut disposer de 18 milliards d'euros de crédits d'équipement en 2009, 16 milliards d'euros de crédits d'équipement en 2010 d'investissement. Et nous maintiendrons cette année malgré la crise. Et les engagements militaires auxquels nous sommes confrontés en Libye et en Afghanistan montrent bien qu'il s'agit d'une priorité absolue dont par ailleurs l'industrie aéronautique civile française bénéficiera. Et si j'ai souhaité cet effort budgétaire sans précédent, malgré les tensions auxquelles sont soumises nos finances publiques, c'est parce qu'à travers les programmes de défense, l'État joue un rôle structurant pour notre base industrielle et technologique. Lorsque la souveraineté de notre pays est en jeu, il faut une volonté sans faille. Je voyais voler l'A400M. Vous n'imaginez pas pour moi la satisfaction de voir voler ce magnifique avion. Parce que quand les difficultés sont apparues en 2008, la France a considéré qu'il était de son devoir de tout faire pour sauver ce programme majeur de l'industrie aéronautique européenne. Et si nous n'avions pas agi, que se serait-il passé? Pour se partager les usines, tout le monde est candidat. Pour se partager les difficultés, la solidarité spontanée est un peu plus difficile à organiser. Mais l'A400M, c'est aujourd'hui une réalité. Et ça nous permet de dire que l'Europe a gardé sa capacité à construire des avions de transport militaires. Non seulement ce sont des dizaines de milliers d'emplois qui ont été sauvés, mais c'est la crédibilité de l'Europe et la souveraineté de l'Europe qui a été sauvée. Si l'Europe n'est pas capable de construire un avion de transport militaire, et si pour transporter ses armées, l'Europe doit faire appel aux autres, alors qui après peut parler d'indépendance de l'Europe? Les mots ont un sens. Les idées doivent avoir une réalité. On ne peut pas affirmer quelque chose et faire le contraire. Et certains étaient résignés à voir le programme s'arrêter. Et comme il aurait été facile d'acheter des avions hors d'Europe, la France a refusé cette fatalité. Et nous avons convaincu nos partenaires de poursuivre. Aujourd'hui, cet avion est au Bourget
il fait la fierté de notre industrie et il nous montre à quel point l'approfondissement de la coopération européenne en matière de défense et notamment d'équipement est indispensable. Alors notre rôle, c'est de préparer l'avenir, vous le savez mieux que quiconque. Maintenir l'excellence de la filière aéronautique française, c'est un effort de tous les instants. La concurrence est de plus en plus dure et il ne sert à rien de s'en plaindre. Les plaintes ne changeront rien, c'est une réalité. Pour rester en pointe, il n'y a qu'un seul choix possible, l'innovation. Et je le dis devant nombre de vos compétiteurs qui ont fait le choix de l'innovation. Avec la somme des talents, des ouvriers, des techniciens, des ingénieurs de notre industrie, de nos chercheurs, de nos enseignants, nous avons tous les atouts pour gagner cette bataille. Ma responsabilité, c'est de créer l'environnement propice à l'éclosion de ces talents et de vous donner les moyens de les exprimer. C'est pour cela que nous avons créé le crédit d'impôt recherche. Je le réaffirme ici solennellement devant vous tous, qui savez à quel point ce système est efficace. Le crédit d'impôt recherche, qui est le dispositif fiscal le plus attractif au monde, nous le conserverons. Il n'est pas question que nous le changeons. Alors, on m'a conseillé de le limiter au prétexte qu'il coûte trop cher ou qu'il profiterait trop aux grandes entreprises. C'est un raisonnement absurde. D'abord parce que l'effort de recherche des grands groupes entraîne l'ensemble des entreprises du secteur, mais aussi parce que le crédit d'impôt recherche bénéficie aux PME. Et s'il coûte cher, ce crédit d'impôt recherche, c'est qu'il fonctionne, c'est que vous investissez davantage dans la recherche, et c'est précisément ce que nous avons souhaité encourager. Et nous avons par ailleurs pris une décision très importante, le grand programme d'investissement d'avenir. En 2009, lorsque j'ai annoncé que nous allions organiser un grand emprunt au moment où la France était ébranlée par la crise, ce fut une formidable polémique. Combien ont été nombreux ceux qui m'ont dit « Comment peut-on emprunter au moment où vous dites qu'il faut réduire les déficits ?» J'observe que certains de ceux qui ont dit ça sont aujourd'hui parmi les premiers rangs. Qu'ils soient les bienvenus. Mais vous, les industriels, vous le savez mieux que quiconque, la France a un problème, c'est que la France n'a pas assez investi dans le passé. Emprunter pour investir dans la recherche et l'innovation, c'est préparer la recherche et la croissance de demain. La France a trop investi dans les dépenses de fonctionnement. La France n'a pas assez investi dans l'investissement. Voilà la réalité. Et c'est toujours plus facile de couper dans les programmes d'investissement, parce qu'au moment où on coupe, personne ne se plaint, que de couper dans des dépenses de fonctionnement, où dès qu'on coupe, on se plaint. Eh bien, si on veut bâtir la France de demain, il faut ces dépenses d'avenir. Et dans ces dépenses d'avenir, le secteur de l'aéronautique et le secteur spatial sont au cœur des priorités. Le grand emprunt permettra d'investir 2 milliards d'euros en plus des sommes que nous consacrons habituellement à votre secteur à travers le CNES ou l'Office national d'études et de recherche aérospatiale. Mesdames et messieurs, malgré la crise, une crise sans précédent, l'industrie aéronautique et spatiale française bénéficiera de 2 milliards d'euros d'investissement public, en plus de tous les autres financements. Je ne pense pas qu'il y ait un pays au monde qui dégage de telles marges de manœuvre. Dans un instant, je vais signer plusieurs conventions au titre des investissements d'avenir qui vont nous permettre d'engager dès aujourd'hui 3 projets d'importance capitale pour notre industrie aéronautique. Le premier programme, dénommé X4, nous permettra de développer un nouvel hélicoptère de la classe des 4 tonnes avec la motorisation et les systèmes électroniques associés. L'objectif est simple, conforter la place de leader d'Eurocopter aux côtés de ses partenaires, Safran pour la propulsion, Thales pour les équipements électroniques. Nous investissons 250 millions d'euros dans ce projet
Et parallèlement, 300 millions d'euros seront consacrés aux technologies des hélicoptères du futur. Et bien sûr, nous attendons que cet argent serve à développer des investissements en France aussi. Préparer l'avenir de l'aéronautique, c'est construire un transport aérien durable. La magnifique voile du Solar Impulse stationnée à quelques mètres de ce hangar nous rappelle que nous devons réfléchir dès à présent à des avions plus économes en énergie carbonée. Dans cet objectif, nous engageons 2 démonstrateurs technologiques, l'un pour des moteurs d'avion moins consommateurs en carburant, que nous financerons à hauteur de 155 millions d'euros, l'autre pour de nouveaux matériaux, et en particulier les matériaux composites, qui bénéficiera d'un soutien de 105 millions d'euros. Voilà. L'alliance de Nathalie Kosciusko-Morizet et de Valérie Pécresse permet de montrer que l'aéronautique peut contribuer à la préservation des équilibres environnementaux de la planète. Enfin, dans les prochains mois, nous finaliserons un projet de démonstrateur d'avionique modulaire de 2e génération pour préparer les équipements électroniques de demain. Alors, pour innover, il faut rassembler les talents. En 2004, lorsque j'étais ministre des Finances, nous avions lancé les pôles de compétitivité. Chacun reconnaît aujourd'hui qu'ils ont permis de réduire les cloisonnements entre les acteurs d'une même filière. Dans votre secteur aéronautique, 3 pôles ont été créés, Aérospace Vallée, Pégase et Acestec. Cette dynamique, nous allons la compléter avec les instituts de recherche technologique. Je pense notamment à l'Institut de recherche technologique que nous allons créer à Toulouse, Valérie, qui accueillera des projets de recherche et de développement à hauteur de 600 millions d'euros dans les 10 prochaines années et qui permettra d'investir 142 millions d'euros dans des plateformes technologiques. Nous allons encourager les regroupements qui permettent de renforcer nos champions industriels. Je le dis comme je le pense, les guéguerres franco-françaises doivent cesser. Dans la bonne humeur et sur la base du volontariat. Et si ce n'était pas le cas, cela se ferait toujours dans la bonne humeur, mais sur la base d'instruction. La concurrence est trop rude. Les enjeux sont trop urgents. Il faut décider maintenant et faire des choix. Et croyez bien à la volonté du gouvernement de porter ces choix. Pour autant, nous ne devons pas négliger le rôle des entreprises de taille intermédiaire et des PME, qui représentent un potentiel d'innovation exceptionnel. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a souhaité la création du Fonds stratégique d'investissement. Là encore, que de critiques lorsque nous avons créé ce fonds. Je constate aujourd'hui que cette idée fait consensus. C'est un outil indispensable pour stabiliser le capital des entreprises industrielles et renforcer leurs fonds propres. Nous l'avons fait avec Daher, auquel le FSI a apporté 80 millions d'euros, mais également avec Mecachrome, qui était en grande difficulté. Que les choses soient claires là aussi. L'État français n'hésitera pas, pour des industries, des entreprises qu'il considère comme stratégiques, à investir ce qu'il convient pour préserver ce potentiel stratégique. Que personne ne doute de notre volonté. C'est à vous de gérer vos entreprises. Mais si les entreprises sont attaquées, si les entreprises ont des difficultés momentanées, il y a un fonds souverain français pour intervenir. Les autres pays le font. Il n'y a aucune difficulté à ce que nous le fassions nous aussi. Alors nous sommes fortement engagés pour structurer la filière, nous avons créé les outils pour agir, mais les grands groupes doivent travailler sur le long terme avec leurs fournisseurs. Les grands groupes, vous devez avoir une relation équilibrée qui ne soit pas le règne de l'arbitraire et du rapport de force avec les PME. C'est votre intérêt. Parce qu'avoir un réseau de sous-traitants sûr, de qualité, c'est aussi la qualité des produits fabriqués par les grands groupes qui sont en cause. Votre responsabilité désormais, votre devoir, oserais-je dire, c'est de construire les meilleurs avions,
d'être à la pointe de l'innovation et de la compétitivité. Faites de l'aéronautique, faites-la entrer dans une nouvelle ère de développement. Et croyez bien que c'est une fierté pour moi que la France, avec le Salon du Bourget, soit plus d'un siècle plus tard le centre du monde de l'aéronautique. Et je suis très heureux que vous accueilliez 80 délégations venant de 80 pays étrangers. Et puisque nous parlons du Bourget, Monsieur le maire, je ne voudrais pas vous quitter sans évoquer un projet qui me tient particulièrement à cœur et qui concerne le site du Bourget. La région parisienne a été une grande région industrielle, elle doit le demeurer, et notamment dans le domaine aéronautique. Et j'ai tenu à ce que dans le cadre du Grand Paris, la Seine-Saint-Denis demeure un territoire de production aéronautique. La fermeture de la base aéronavale de Duny nous a offert l'opportunité de consolider l'implantation d'Eurocopter ici. Autour de ce projet, c'est tout un pôle aéronautique qui va se constituer, avec le Technocampus porté par le pôle de compétitivité. J'ai demandé au préfet Christian Lambert, dont chacun connaît ici le dynamisme, de mettre en œuvre ce projet avec le ministère de la Défense, cher Gérard Longuet, et les collectivités locales. Et je salue Maurice Leroy qui porte le projet du Grand Paris. Et nous allons conforter la vocation aéronautique de la Seine-Saint-Denis. C'était un choix. La France doit rester une terre de production. Et il n'y a aucune raison que la région parisienne perde ses usines et ses emplois. Mesdames et messieurs, depuis 2007, nous avons voulu donner à la France, à ses entreprises et aux Français tous les moyens d'exceller dans la concurrence internationale. L'industrie aérospatiale est au cœur de notre stratégie. Pour conclure, je souhaite simplement vous dire que le débat sur la mondialisation est légitime, mais que la France a tous les moyens de relever les défis de la mondialisation. Tous les moyens. Avant la mondialisation, la France n'avait que quelques concurrents. Il y avait une première division avec 5 ou 6 pays qui, quoi qu'ils fissent, restaient en première division. Avec la mondialisation, tous les pays à travers le monde veulent être en première division. Et la France a sa place en première division, à condition qu'elle innove, qu'elle travaille, qu'elle ne considère pas le travail comme l'ennemi, mais le chômage comme l'adversaire. Qu'elle fasse de l'innovation, de la recherche, de l'excellence son quotidien de chaque jour, et que l'État s'engage à aider ces industriels plutôt que leur compliquer la vie. Je voudrais particulièrement remercier René Ricol, le commissaire aux investissements d'avenir, remercier les ministres. Cet argent que nous avons décidé d'investir, j'aurai l'occasion d'en parler dans quelques jours, en annonçant les affectations pour quelques 20 milliards d'euros de dépenses d'investissement. Et j'aimerais que la France fasse le choix de se hausser au-dessus de ces querelles partisanes, pour considérer que ce qui se joue avec cet argent, c'est la situation de notre économie, de nos emplois et de notre société dans les 20 ans qui viennent. Alors, mes chers amis, si vous le voulez bien, aidez-nous à expliquer aux Français que la meilleure solution face à la mondialisation, c'est de regarder vers l'avenir et non pas vers le passé. Je vous remercie.